Merci, merci de votre accueil. Merci de me donner l'occasion de réfléchir encore un peu avec vous sur les enjeux de notre système de santé. Et la question qui m'a été posée, c'est faut-il encore des réformes? Je vais donc essayer en quelques minutes de tracer quelques pistes de réflexion. Je pense d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on ne réforme pas pour réformer. On réforme, si réforme il doit y avoir, c'est pour adapter notre système de santé à des enjeux. Et il est vrai que nous avons un système qui, par sa nature et au regard aussi des objectifs qui sont les siens, qui nécessite en effet de s'adapter en permanence. Et donc la question des réformes à mettre en œuvre doit naturellement répondre à des objectifs sur lesquels je voudrais d'abord intervenir et puis tracer quelques pistes effectivement sur des sujets qu'il me semble sans doute encore nécessaire de faire évoluer, peut-être plus d'ailleurs des évolutions que des grandes réformes. Cette adaptation souhaitable, je pense d'autre part, et c'est aussi une première une observation que je voulais faire avant de rentrer sur les enjeux, je pense que cette adaptation ne passe pas nécessairement par des textes de loi. J'ai été moi-même législateur pendant un certain nombre d'années et je pense que la loi, elle doit être là pour répondre à des objectifs que nous nous sommes fixés. Elle doit être là lorsqu'il y a une nécessité de déverrouiller une disposition ou d'offrir des opportunités éventuellement ou pour encadrer tel ou tel sujet que l'on veut effectivement mettre en œuvre pour répondre à des objectifs, mais en d'autres termes, la loi, je crois, n'est pas le seul vecteur d'une réforme. Ces observations préliminaires étant formulées, je disais donc que poser la question « faut-il encore des réformes ?» doit être liée, cette question doit être liée avec les objectifs que l'on veut effectivement atteindre. Et pour ça, je crois qu'il est nécessaire qu'on se pose la question des enjeux auxquels notre système de santé est confronté aujourd'hui. Il est confronté naturellement à de multiples enjeux en même temps, mais j'en retiendrai deux. On pourrait en évoquer d'autres, tels que la préoccupation permanente de la maîtrise des comptes, l'adaptation à des nouvelles technologies, etc. Bien que tout ça peut aussi être très lié, je disais, j'en retiendrai deux enjeux, qui est d'une part l'organisation de la prise en charge des maladies chroniques, et le deuxième enjeu, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. La question de l'organisation de la prise en charge des maladies chroniques, vous connaissez la situation sur le plan épidémiologique, 13 à 15 millions de patients aujourd'hui pris en charge dans des séquences longues nécessitant l'intervention de plusieurs types d'acteurs, une prise en charge qui doit être effectivement pour beaucoup organisée en ambulatoire, puisque c'est une prise en charge tout au long de la vie, une prise en charge qui nécessite cette coordination entre des acteurs qui ont du mal à élaborer un projet et à conduire un projet ensemble. La prise en charge des maladies chroniques a fait émerger la notion de parcours de soins, de parcours de santé. Or, on sait très bien que notre système de santé, qui est un système très cloisonné pour des raisons diverses, à la fois pour des raisons institutionnelles, aussi pour des raisons liées aux modalités de financement de ce système de santé n'est pas adapté à cette prise en charge de parcours, à cette organisation de parcours, n'est pas adapté à cette coordination. Et les ruptures dans les prises en charge, ce sont les patients qui en subissent les conséquences, alors que nous avons besoin de travailler, nous, acteurs de santé, quelles que soient nos responsabilités, pour construire ce parcours. S'il y a donc des pistes de réforme à mettre en œuvre, c'est bien sur des éléments qui permettront effectivement de faciliter cette organisation de parcours de santé, c'est-à-dire la question notamment du financement, non pas quant aux sources mêmes du financement, mais quant aux modalités d'attribution des ressources, et notamment la question de l'organisation de financement sur des parcours ou sur des segments de parcours. Nous avons aussi un système qui est très éclaté en ce qui concerne le financement.
Il y a des raisons à cela. Je ne reviendrai pas naturellement ici sur ce qui a motivé la création de la tarification à l'activité, mais c'est vrai que ces modes de financement très éclatés n'incitent pas à cette coordination. Il y a donc là, sans doute, si on veut effectivement répondre à cet enjeu fondamental qui est l'organisation d'un système plus fluide, plus coopératif entre les différents acteurs au service des patients et particulièrement au service des patients atteints de maladies chroniques, il y a là sans doute un enjeu à relever. Le deuxième enjeu que je voulais traiter rapidement, parce qu'il dessine en effet quelques pistes de travail pour les années à venir, c'est la question des inégalités sociales et territoriales de santé. On a la chance d'avoir un système de santé qui est relativement performant. Ceci étant, quand on regarde à la fois la situation épidémiologique dans nos territoires, nous avons des très grandes différences d'état de santé de la population. Et d'autre part, nous avons aussi des très grandes différences dans l'organisation de l'offre de soins. Je prends souvent l'exemple de l'Île-de-France au moment où j'assurais la direction de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, lorsque nous avions préparé le premier projet régional de santé, nous avions mis en évidence que l'espérance de vie sur la ligne 13 du métro est de 4 ans, selon le lieu où la population est domiciliée. Quand nous avons commencé à travailler sur les parcours du diabète de type 2, nous avions essayé de cartographier la prévalence territoriale du diabète de type 2 dans la région et nous avions mis en évidence que les territoires dans lesquels il y avait une prévalence du diabète de type 2, donc d'un diabète acquis, correspondaient exactement aux territoires dans lesquels l'indice de développement humain était le plus faible. Donc on voit bien que sur le plan épidémiologique, et on pourrait prendre bien d'autres exemples de différences entre les régions, mais aussi à l'intérieur des régions, naturellement une région assez vaste et diverse comme l'Île-de-France est peut-être parfois assez caractéristique, mais on voit bien que sur le plan de l'état de santé de la population, sur le plan épidémiologique, les situations sont absolument différentes. Et je ne parle pas naturellement, puisque vous y êtes directement confrontés, des différences qui peuvent exister en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins. Donc si on veut répondre à cet objectif, à cet enjeu de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, il faut donc que l'on puisse avoir des réponses qui soient adaptées à des situations territoriales différentes. Et là aussi, force est malheureusement de constater combien notre système de santé est un système qui a un raisonnement qui est un raisonnement global, qui est un raisonnement qui s'appliquerait de manière un peu identique sur le plan national, alors qu'au contraire, il faut que l'on puisse développer un certain nombre de projets territoriaux. C'est donc au regard de ces enjeux auxquels notre système de santé est confronté, l'organisation de parcours, donc cette fluidité dans l'organisation, cette adaptation à des territoires, qu'il me semble nécessaire d'examiner la question « faut-il encore des réformes ?» Je disais tout à l'heure, moi je ne pense pas qu'on ait besoin de grandes réformes. D'ailleurs, quand on voit l'histoire des réformes de notre système de santé, elles se sont enchaînées souvent dans la continuité et on ne peut pas dire qu'il y ait eu réellement des ruptures. Mais je pense qu'il faut par contre sans doute renforcer un certain nombre d'orientations qui ont été prises ou du moins qui ont été envisagées sans être nécessairement poursuivies. Ces réformes conduisent, de mon point de vue, à renforcer le niveau régional de l'organisation de notre système. On a mis en place des agences régionales de santé. Il y avait cette intuition qui date des débuts des années 2000 d'ailleurs. Ce n'est pas venu subitement en 2009 avec la loi HPST. Il y a eu toute une réflexion et plusieurs expressions tendantes à cette organisation régionale. Elle répondait à cette organisation régionale à la fois un objectif d'adapter effectivement des politiques à des situations territoriales différentes, mais d'autre part de permettre qu'il y ait une meilleure congruence entre les services de l'État et les services d'assurance maladie. Je pense que nous n'avons pas tiré, et c'est un regret au regard des 5 dernières années, je pense que nous n'avons pas tiré les leçons de la création des agences régionales de santé.
Et je pense qu'il est nécessaire que l'on puisse effectivement avoir une organisation de notre système de santé dans sa gouvernance qui évolue. Et s'il doit y avoir une piste de réforme à suggérer, c'est que ces réformes, qui ne nécessitent pas nécessairement d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de textes de loi en la matière, mais puissent donner plus de capacité d'initiative et de négociation au niveau régional entre les instances de régulation et de financement d'une part, État, assurance maladie, qui devront vraisemblablement d'ailleurs renforcer cette congruence, renforcer ce rapprochement entre ces deux institutions qui ont encore du mal parfois à travailler ensemble, même si dans la loi de janvier dernier, il y a eu un certain nombre de signes qui donnent peut-être plus de possibilités du ministère à intervenir auprès de l'assurance maladie. Il y a certainement encore à progresser en la matière. Mais je pense qu'effectivement, la réponse à des situations territoriales différentes nécessite que l'on ait, sur le plan régional, sur le plan territorial, la possibilité de négocier davantage affirmé, avec des outils permettant effectivement de donner plus d'initiatives aux différents acteurs entre les institutions de régulation et les différents acteurs, quels qu'ils soient. Ça nécessitera qu'il y ait, en effet, si réforme il y a, c'est sans doute une réforme du ministère de la Santé dans son mode de fonctionnement, et sans doute aussi une réforme des mécanismes conventionnels avec les professionnels libéraux. Ça nécessite concertation, ce n'est pas quelque chose qui se proclame simplement du haut d'une tribune, ça nécessite en effet d'évoluer, mais je pense que c'est une orientation absolument nécessaire. La deuxième piste, elle découle d'ailleurs de la première, c'est qu'il y ait une capacité d'expérimentation beaucoup plus forte. Nous avons un système, je l'ai dit tout à l'heure par d'autres aspects, nous avons un système qui est très riche dans son organisation, dans la complexité de son organisation, mais aussi dans ses rigidités. Je pense que si effectivement nous voulons adapter notre système à des contraintes et à des situations différentes, il est nécessaire que l'on puisse expérimenter et que l'on puisse organiser le passage de l'expérimentation à la vraie vie, puisque c'est aussi une des difficultés dans lesquelles nous sommes. Ce à quoi je pense à ce sujet, c'est qu'il faut qu'on sorte des cahiers des charges nationaux. Vous savez que si vous avez été confronté à tel ou tel projet d'expérimentation, que souvent il est demandé de se conformer à un cahier des charges. Je me souviens de PAERPA ou des situations où la mise en place de la télémédecine aujourd'hui, par exemple. On commence par voter un texte en 2004, on met des décrets en 2010, et puis en 2013 ou 2014, la loi de financement prévoit des expérimentations. Puis en fait, c'est des expérimentations dans 6 régions, et puis après, c'est des expérimentations à partir d'un cahier des charges. Il faut effectivement, alors il n'est pas question naturellement dans un système dont le financement est assuré par la collectivité, qu'on ait une situation absolument débridée, mais je pense quand même que nous avons des rigidités qui mériteraient d'être révisées pour permettre en effet cette démarche expérimentatrice. Même chose y compris en ce qui concerne la négociation conventionnelle, même s'il n'est pas question de sortir d'un cadre national, mais il faut que ce cadre national donne la possibilité aux professionnels de pouvoir engager des actions de prévention, de santé publique au regard des tel ou tel problème de population, de tel ou tel problème spécifique de population ou des modes d'organisation. Alors, quelles sont les implications pour un manager de santé de ces quelques éléments de réflexion ? Et je sais que c'était un sujet, y compris de débat hier, et donc je redirai peut-être des choses qui ont été exprimées par d'autres. Mais je pense que la première préoccupation, c'est avoir en permanence le souci de l'ouverture sur l'extérieur. On ne peut plus aujourd'hui rester confiné à l'intérieur de sa propre institution, on ne peut plus rester confiné à l'intérieur de sa propre pratique. Ça ne concerne pas d'ailleurs que les managers des établissements de santé, c'est l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs libéraux, y compris secteur sanitaire et secteur médico-social. La deuxième exigence, c'est avoir la préoccupation de la réponse territoriale, avoir la préoccupation de la construction d'un projet territorial de santé,
De ce point de vue, d'ailleurs, la loi de janvier 2016 n'a peut-être pas été suffisamment aidante. Elle est un petit peu, là aussi, cloisonnée. On a mis en place un certain nombre de structures. Je vais revenir sur l'évolution de certaines d'entre elles, mais on a mis en place un certain nombre de structures. Il y a des dangers, en effet, que l'on voit apparaître, que les GHT fonctionnent d'un côté et les communautés professionnelles territoriales des professions libérales de l'autre. Le lien entre tout ça n'a pas été affirmé de manière suffisamment précise et en tous les cas suffisamment éclairante pour que des initiatives puissent être prises. Il appartient donc à chacun des acteurs de prendre ces initiatives et je pense, moi, que les managers des établissements de santé, sans naturellement tomber dans l'hospitalocentrisme, ont une responsabilité particulière pour que des initiatives soient prises sur le plan territorial avec les autres acteurs. C'est important au regard de la prise en charge des maladies chroniques que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi important, naturellement, donc, si c'est la prise en charge des maladies chroniques, c'est d'abord important pour les patients, mais c'est aussi absolument nécessaire pour les institutions. On sait très bien aujourd'hui qu'un hôpital ne pourra pas être demain ce qu'il a été hier, et l'évolution même des contraintes à l'intérieur d'un établissement nécessite qu'il y ait cette ouverture à l'extérieur. Sinon, les réductions de durée de séjour auxquelles sont confrontés les établissements ne pourront pas être réellement assumées si, en effet, l'établissement ne se pose pas la question d'un service nouveau à rendre dans son environnement territorial. Alors, il y aura aussi certainement quelques pistes de réflexion et de travail à avoir sur un certain nombre d'outils. Je sais combien, et je n'aurai malheureusement pas le temps de traiter l'ensemble des sujets, mais les 10 minutes qui m'ont été accordées sont déjà un petit peu dépassées, c'est qu'il y a en effet des initiatives qui devront être prises, y compris sur le plan peut-être législatif, mais sans que pourtant ce soit des réformes absolument gigantesque, c'est l'évolution du statut juridique des groupements hospitaliers de territoire. On l'évoquait avec Jérémy tout à l'heure. C'est évident que je pense qu'on n'est pas allé enfin, la réforme des groupements hospitaliers de territoire répond là aussi à une orientation. Et l'ancien président de la Fédération hospitalière de France que je suis se rappelle combien la démarche de stratégie de groupe a été portée par la Fédération hospitalière. Donc le fait que les établissements publics de santé puissent construire des projets ensemble répond à un objectif que nous avons tous souhaité. Et force est de constater qu'il y a eu là aussi un certain nombre d'étapes, que les communautés hospitalières de territoire qui répondaient à cet objectif n'ont peut-être pas été la réponse suffisamment forte à cet objectif. D'avoir mis une contrainte sur les groupements hospitaliers de territoire s'avérait sans doute nécessaire. Malheureusement, force est de constater que sur le plan du cadre juridique, on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Il fallait aller plus loin ou il fallait être plus clair. Je pense notamment à des fonctions déléguées à l'établissement support comme la fonction achat qui reste quand même encore très très incertaine, avec des risques d'ailleurs, enfin là c'est dans les autres préoccupations professionnelles aujourd'hui, qui restent avec des risques de contentieux que l'on peut trouver sur les questions de la commande publique. Mais il y aura donc besoin d'aller beaucoup plus loin dans le cadre permettant aux établissements, et je ne renie en rien ce que je disais tout à l'heure sur la capacité d'expérimentation, justement, laissons les choses peut-être davantage respirer et davantage répondre à des initiatives quant à l'organisation effectivement territoriale, mais il y aura sans doute quand même des évolutions à opérer en la matière. Il y aura aussi sans doute des évolutions à opérer sur la question des autorisations. La question des autorisations sur des projets, peut-être plus que sur aujourd'hui telle ou telle activité. On voit bien que la réponse ne peut pas être uniquement dans la prise en charge de la population et la prise en charge des patients uniquement sur une activité absolument déterminée et découpée de manière précise. On voit d'ailleurs cela apparaître à travers l'imagerie aujourd'hui comme étant plutôt une démarche d'équipe de projet. Donc il y a certainement là des pistes. Il y aura sans doute aussi une évolution sur le statut des professionnels, et notamment je pense que le statut des médecins. On voit bien aujourd'hui que cette aspiration des professionnels à travailler de manière différente
d'avoir une partie en activité service public, avoir une activité sous une autre forme, n'est pas toujours aussi évidente à mettre en œuvre, alors qu'elle répond non seulement à un besoin à une demande des professionnels, mais y compris à un besoin d'assouplissement des modes de fonctionnement pour des coopérations, par exemple, entre différents types de statuts juridiques. Il y a donc là des pistes d'évolution absolument nécessaires. Est-ce que pour autant, ce sont des grandes réformes qu'il faut mettre en œuvre, comme je le disais au début de mon propos, et c'est par cela que je terminerai. Il y a une évolution permanente à assurer en ce qui concerne l'adaptation de notre système de santé à ces différents enjeux, mais cette adaptation ne passe pas nécessairement par des grands textes de loi, elle passe par une adaptation territoriale et une capacité à développer des expérimentations. Et dans cette démarche, je suis convaincu que les managers de santé que vous êtes sauront être au rendez-vous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne poursuite du Congrès.